tu prends une pomme, si tu enlèves les fibres, ça fait du jus de pomme. Les fibres, c'est le squelette du végétal. C'est ce qui va tenir, en quelque sorte, la pomme. C'est sa structure, sa matrice. Le syndrome métabolique, le fait d'être en surpoids, ça crée l'inflammation de bas grade de l'organisme. Et cette inflammation, elle va être génératrice d'arthrose un peu plus précocement. Il n'y a que des avantages à essayer ce régime anti-inflammatoire. Et quand elles sont en pleine forme, nos bactéries, eh bien, elles créent des substances anti-inflammatoires. Je mange des fibres, mon microbiote est content, il fait des substances anti-inflammatoires. Moi, je suis très content d'entendre ça parce que ça fait longtemps qu'on voulait inviter quelqu'un pour parler du régime anti-inflammatoire et je reconnais qu'on n'était pas forcément en accord avec ce que pouvaient dire certaines personnes. Ça n'est pas miraculeux. J'aimerais pouvoir dire, c'est sûr, vous n'allez plus avoir de douleur, vous n'allez plus avoir de problème. Ce serait totalement fallacieux de dire ça. Il y a un impact favorable sur la fatigue chronique. Là, on parle quand même de médecins, on parle de chercheurs qui se demandent s'il n'y a pas un lien entre ce qu'on mange et les symptômes dépressifs. On a des personnes qui ont beaucoup d'arthrose et qui n'ont pas de douleur, et des gens qui ont très peu d'arthrose et qui ont beaucoup de douleur. Des gens qui disent « mais moi je suis prêt à tout faire, dites-moi quel est le mieux ». Je pense que 99,9% des gens qui me disent ça, l'expérience va montrer que malheureusement, c'est des gens qui ne feront aucun changement durable. Moi j'assume d'être bobo si c'est vertueux. Est-ce que le régime anti-inflammatoire repose sur des faits scientifiques ? Alors, si tu me demandes s'il existe un corpus scientifique qui a permis de définir précisément ce que c'est que l'alimentation anti-inflammatoire, la réponse est non. Il n'y a pas, en effet, un régime anti-inflammatoire précisément défini. Par contre, si tu cherches sur PubMed, la référence pour les études scientifiques, tu verras qu'il y a des centaines d'études scientifiques sur ce qui constitue des aliments, des nutriments anti-inflammatoires ou plutôt pro-inflammatoires, et quels types de régimes alimentaires sont plutôt favorables pour avoir ces fameux nutriments anti-inflammatoires versus trop de nutriments pro-inflammatoires. Et donc, quand on lit tout ce corpus d'études scientifiques, on arrive très facilement à définir les contours d'un régime anti-inflammatoire. Et d'ailleurs, des institutions aussi prestigieuses que la Harvard Medical School, donc des institutions aussi prestigieuses que la Harvard Medical School vont avoir effectivement sur leur site mis les quelques piliers de cette alimentation anti-inflammatoire, donc ce qui prouve bien que quand même c'est assez possible aujourd'hui de définir les contours d'un régime anti-inflammatoire. Donc toi, tu t'es penché sur ce corpus scientifique, t'as étudié et épluché tout ça. Est-ce que, je crois que tu accompagnes des gens pour implémenter ce régime-là dans leur vie. Est-ce que tu peux nous dire déjà dans quel contexte ça peut être intéressant de vouloir essayer ce type de régime ? Alors moi, j'ai envie de te dire que c'est super pour tout le monde. Pour moi, c'est le meilleur régime prévention santé. Donc, quand on n'a pas de problème de santé, c'est encore mieux d'aller déjà vers l'alimentation anti-inflammatoire. Après, bien évidemment, si on a une maladie inflammatoire chronique, ça va être évidemment intéressant d'aller tester ce programme, d'aller tester cette alimentation anti-inflammatoire, par exemple, parce que des maladies anti-inflammatoires, il y en a plein. Par exemple, des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde, comme l'endométriose. Spondylarthrite ankylosante. Donc exactement. Polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, ça va être des maladies inflammatoires qui vont donner des douleurs articulaires. Exactement. Ça peut aussi être intéressant pour les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les MICI, donc maladie de Crohn et rectocolite hémorragique. Et puis, ça va être intéressant pour des maladies où l'inflammation n'est pas bruyante, n'a pas des effets qui sont encore forcément marqués, mais il y a une inflammation sournoise, à bas bruit, on dit. Bas grade. Exactement. Comme par exemple le diabète de type 2, l'obésité, voilà, ou la NASH, la stéatose hépatique, où il y a inévitablement de l'inflammation chronique avec ces maladies-là, puisque l'hyperglycémie chronique, ça va créer de l'inflammation par exemple, ou bien le foie gras, ça va créer aussi de l'inflammation. Et dans le cas de l'obésité, c'est les cellules graisseuses elles-mêmes, les adipokines, qui vont créer des molécules inflammatoires. Ouais, tu l'as dit. Donc en fait, il y a effectivement des pathologies qui sont dites inflammatoires, où là c'est évident pour tout le monde. Il y a d'autres situations où c'est pas évident, un excès de graisse, etc., du diabète de type 2, mais on sait scientifiquement que derrière, il y a de l'inflammation, même si la population le sait pas forcément. C'est ça. Et puis peut-être qu'après, on peut même se projeter sur simplement une personne qui a une douleur, là c'est plus mon secteur d'activité, une douleur chronique, etc., qu'elle arrive pas peut-être à traiter et que peut-être elle peut essayer de chercher une piste qui pourrait la soulager. Oui, par exemple l'arthrose, ou aussi des maladies de peau, l'eczéma, le psoriasis. Voilà, on sait que y a de l'inflammation derrière. Tout à fait. L'arthrose,
Alors, on en parlera tout à l'heure, mais on a beaucoup parlé avec le professeur Francis Berenbaum qu'on a reçu. Et effectivement, il y a des articles scientifiques qui mettent en avant le rôle de l'inflammation de bas grade au niveau du corps qui serait facilitatrice, qui serait un facteur de risque de l'installation de l'arthrose au niveau des articulations. Exactement. Donc, on a vu dans quel cas on peut un petit peu être intéressé s'il y a des gens qui nous regardent et qui s'identifient à ça. Du coup, en quoi ça consiste après derrière de mettre en place une alimentation anti-inflammatoire ? Alors, tu l'as dit, je me suis penchée longuement sur les études scientifiques parce que je voulais sortir surtout de toute idéologie sur la question. D'accord ? Donc moi, j'ai créé un programme en ligne sur l'alimentation anti-inflammatoire qui s'appelle Boost et j'accompagne à mon cabinet des personnes qui ont envie d'essayer cette alimentation anti-inflammatoire et j'essaie vraiment de leur proposer ce qui est fondé sur la science, mais aussi d'écouter le ressenti de mes patients parce qu'il y a des choses qu'on entend mais qui ne sont pas encore validés par la science, mais qui peuvent mériter une certaine expérimentation. Donc une fois que j'ai dit ça, les piliers de l'alimentation anti-inflammatoire, alors tu sais aussi que j'ai écrit un livre, La méthode douce pour mieux manger, et le premier petit changement que je propose dans ce livre, c'est aussi pour moi le premier pilier de l'alimentation anti-inflammatoire. Je propose de mettre 3 couleurs dans son assiette. Ok. Pourquoi mettre 3 couleurs dans son assiette ? Parce qu'en fait, ça va le plus souvent signifier de mettre 3 couleurs végétales, de mettre des légumes, de mettre du végétal dans son assiette. Et les couleurs, les pigments qui vont donner les couleurs à ces légumes, eh bien, ce sont des antioxydants. Par exemple, le lycopène, c'est ce qui donne la couleur rouge à la tomate et c'est un antioxydant. La bêta-carotène, c'est ce qui donne la couleur orange à la carotte et c'est un antioxydant. Et ces antioxydants, eh bien, ils ont un rôle déterminant aussi dans l'inflammation. Donc, ils vont aider à lutter contre les agressions de nos cellules par les radicaux libres. Et qui dit agression va dire médiateur de l'inflammation qui débarque. Donc, si on apporte suffisamment d'antioxydants dans son régime alimentaire, eh bien, on a aussi des chances de limiter déjà cette inflammation chronique. Et puis, je trouve que 3 couleurs dans son assiette, c'est facile à retenir, c'est plutôt agréable, ça donne une assiette jolie à regarder, c'est sympa aussi avec les enfants, hein, on peut jouer à ça avec les enfants. Ah bah alors, t'as 3 couleurs ou pas dans ton assiette ? Donc je sais que ce petit changement, il a beaucoup plu à mes lecteurs et à mon avis, c'est déjà quelque chose de très important. Ensuite, Par exemple, juste si je te coupe 2 secondes et qu'on donne un exemple, on va se faire un repas où il y a une salade, donc on a du vert, on va rajouter des tomates comme ça, on a du rouge et puis on va rajouter un peu de chou rouge qu'on a râpé, enfin on a du violet, un truc comme ça. Voilà, la torah les anthocyanes avec le chou rouge. Ouais. Voilà, c'est nickel, effectivement. Tu peux le faire en cuit, en cru, voilà. Et puis, bon, ces antioxydants, on les trouve ailleurs aussi, que dans les fruits et légumes. On va en trouver, par exemple, dans la vitamine E de l'huile d'olive. D'ailleurs, c'est ce qui donne cette jolie couleur aussi, Encore une fois, on est dans la couleur, dans les épices. Là aussi, il y a des jolies couleurs. Et puis, dans le cacao. Bonne nouvelle. Donc, voilà, le chocolat, plus il est riche en cacao, plus il va être intéressant pour ces raisons-là, pour sa capacité antioxydante. Ok. Après, un deuxième pilier, ça va être les graisses anti-inflammatoires. Donc là, franchement, en termes de littérature, il y a plus de doute sur la question. Les fameux oméga 3 ont une action anti-inflammatoire avérée. Je sens que tu vas ouvrir un grand tiroir. Donc, avant que tu ouvres ce grand tiroir, je m'initie un petit peu parce qu'on va partir et va y avoir plein de choses à raconter. Je te propose de te présenter. Ça marche. Alors, je suis Sophie Janvier, je suis diététicienne nutritionniste. J'ai un cabinet à Paris, 6 place Saint-Michel. Je consulte aussi en vidéo. Je suis aussi l'autrice donc d'un livre qui s'appelle La méthode douce pour mieux manger, 33 micro-changements pour rééquilibrer votre alimentation sans vous priver. Ça y est. Aux éditions Le Duc. Il y a quelque chose que j'ai adoré dans ce livre, on en parlera plus tard, mais voilà, il y a quelque chose. J'espère qu'il y a plusieurs choses. Mais il y a quelque chose, on en parlera vraiment, que j'ai trouvé très très judicieux. Super. J'ai créé un programme en ligne sur l'alimentation anti-inflammatoire qui s'appelle Boost avec 10 modules, 4 semaines de menu et 50 recettes. Et puis, je suis aussi une ancienne et encore actuellement une journaliste puisque j'écris chaque semaine une chronique nutrition sur elle.fr. J'écris des enquêtes et des chroniques nutrition sur Top Santé. Je fais des conférences et des webinaires en entreprise sur l'alimentation santé, j'adore ça, donc n'hésitez pas à me solliciter, ou pour les institutions. Et puis quoi encore, j'aime bien dire que je suis fille de chef.
ça pose un peu le débat. C'est-à-dire que pour moi, le plaisir, évidemment, c'est essentiel. Et ça doit surtout pas être antinomique avec la diététique, qui est un mot qui fait parfois un peu peur. Donc voilà, moi j'ai grandi dans un restaurant et j'ai grandi avec la bonne cuisine française. Ok, ça laisse plein de choses qu'on a envie d'explorer. On va y revenir petit à petit. Tu me parlais du coup des oméga 3, les oméga 3 des bonnes graisses, rôle anti-inflammatoire justement de ces bonnes graisses. Voilà, c'est ça. Donc, ça va être intéressant et même important de faire le plein de ces oméga 3, à la fois d'origine végétale, dans des huiles comme colza, noix, lin, ou dans des petites graines comme graines de chia, graines de lin, ou encore les noix de Grenoble, les noix à la française, qui vont être riches en oméga 3 d'origine végétale. Mais ça va aussi être très important de les compléter par des oméga 3 d'origine animale. Donc, on va trouver dans les poissons gras, thon, saumon, maquereau, sardines, harengs. Ça sera mieux de privilégier les petits poissons, à la fois pour l'environnement et aussi pour la teneur en polluants. Et oui, parce que les gros poissons, ils vivent plus longtemps. Donc, ils sont plus exposés à tous les polluants, malheureusement. Et ils mangent les petits poissons qui eux-mêmes mangent les polluants. Aussi. Donc, en bout de chaîne, il y en a davantage. Si on n'aime pas les poissons gras, ça peut être important de se supplémenter en EPA, DHA, les oméga 3 d'origine marine, parce que vraiment, c'est optimiser sa teneur en oméga 3, c'est important. Après, le troisième grand pilier, c'est les fibres. Voilà, c'est un peu mon dada aussi. On revient sur les 3 couleurs un petit peu. Voilà, exactement. C'est pour ça que les 3 couleurs, c'est fondamental. Parce qu'il y a les antioxydants, mais il y a aussi des vitamines, des minéraux et ces fameuses fibres. Et ces fibres, donc déjà, peut-être on peut réexpliquer ce que c'est que les fibres, parce que on croit savoir, on sait pas forcément. Eh ben, vas-y. Donc les fibres, en fait, déjà, ça se trouve que dans le végétal. Ok, c'est pas la peine d'en chercher dans la viande, le poisson ou les œufs. Et j'aime bien dire que c'est le squelette du végétal. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu prends une pomme, je sais pas si on me voit. Oui, on te voit. Ok. Si tu enlèves les fibres, ça fait du jus de pomme. Ok, c'est ce qui va tenir en quelque sorte la pomme, c'est sa structure, sa matrice, et ça va pas être digéré au niveau de l'intestin grêle, en tout cas pas complètement, et ça va servir de substrat à nos bactéries intestinales, ce qu'on appelle le microbiote. Elles vont fermenter ces fibres, et en fermentant ces fibres, nos bactéries vont être en pleine forme, vigoureuses, variées, diversifiées. Il faut avoir aussi des fibres de différentes sortes, et quand elles sont en pleine forme, nos bactéries, elles créent des substances anti-inflammatoires. C'est ça qui est assez magique. Elle crée ce qu'on appelle des acides gras à chaîne courte, butyrate, propionate, acétate. Ça fait chic dans les dîners, voilà. Et ces substances anti-inflammatoires, elles vont effectivement avoir les vertus attendues pour protéger notre santé. Donc c'est vraiment un processus gagnant. Hein. Je mange des fibres, mon microbiote est content, il fait des substances anti-inflammatoires. Donc là, tout ce qu'on a vu, j'ai l'impression que ça se rapproche beaucoup du régime méditerranéen. Très juste. Et j'ai coutume de dire que l'alimentation anti-inflammatoire, c'est la version 2.0 du régime méditerranéen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que c'est en quelque sorte une version contemporaine de l'alimentation méditerranéenne qui a fait l'objet de centaines d'études scientifiques pour montrer son intérêt. Mais c'est toujours un peu la version régime crétois fantasmée, d'accord? Et aujourd'hui, on vit dans un monde un peu différent, avec beaucoup d'alimentation industrielle, avec des problématiques d'intolérance alimentaire. Et donc, c'est des choses qu'il est important de prendre en compte dans cette alimentation anti-inflammatoire pour pas en rester strictement à ce régime méditerranéen un peu idéal. Donc moi, là, je t'ai parlé des nutriments anti-inflammatoires. Il y a des choses plus pro-inflammatoires. Et notamment, liées à nos modes de vie et à l'industrialisation de l'alimentation. Donc effectivement, là, on a parlé un petit peu de ce qu'on pouvait mettre dans son alimentation pour essayer de réduire le processus inflammatoire. On pourra peut-être parler effectivement de ce qu'on peut essayer d'éviter pour pas entretenir ce processus inflammatoire. Ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, c'est le régime méditerranéen 2.0. Moi, je suis très content d'entendre ça parce que ça fait longtemps qu'on voulait inviter quelqu'un pour parler du régime anti-inflammatoire et je reconnais qu'on n'était pas forcément en accord avec ce que pouvaient dire certaines personnes. Là, ce qui est important, et tu l'as très bien dit, c'est que le régime méditerranéen, c'est le régime qui est le plus appuyé au niveau scientifique pour ses bienfaits pour la santé. Absolument. Donc en fait, vous le mettez en place. Là, on est en train de parler de ses effets dans le cadre d'une alimentation anti-inflammatoire. Mais au pire du pire, s'il n'y a pas d'effet anti-inflammatoire,
il y aura forcément des bienfaits pour la santé parce que ça, c'est démontré par un nombre incalculable de publications scientifiques. Exactement, et c'est d'ailleurs ce que je dis toujours en préambule quand je reçois mes patients pour alimentation anti-inflammatoire. Je leur dis, il n'y a que des avantages à essayer ce régime anti-inflammatoire. Puisque, effectivement, c'est le deuxième préambule, ça n'est pas miraculeux. J'aimerais pouvoir dire, c'est sûr, vous n'allez plus avoir de douleur, vous n'allez plus avoir de problème. Ce serait totalement fallacieux de dire ça. Donc, au mieux, on a un certain nombre d'avantages, et il y en a. Dans ma patientèle, il y a des vrais effets. Au pire, on aura juste pris soin de sa santé globale, quoi qu'il arrive. Donc, franchement, il y a que des bénéfices à s'engager dans cette voie. Ouais, tout à fait. Il faut vraiment le redire. Il n'y a aucun effet secondaire et il n'y a que des bénéfices. Dès que vous faites un effort pour avoir une alimentation plus saine, vous récoltez déjà les bénéfices de ce que vous avez mis en place. Donc en fait, s'il y a des gens qui se posent la question de l'essayer, en fait, la balance bénéfice-risque, elle est forcément largement en faveur des bénéfices parce qu'il y a zéro risque. Absolument. Donc voilà, faut vraiment y aller. Stop, petite coupure rapide pour vous annoncer qu'après des mois de travail, on vient tout juste de finir notre guide gratuit. On a sélectionné les 7 informations les plus importantes sur la perte de poids partagées par 7 experts reçus sur notre chaîne. Comme ça, vous n'avez même pas à regarder toutes nos vidéos et à prendre des notes. Vous recevrez 7 emails pendant 7 jours avec à chaque fois une information clé à retenir pour perdre du poids après 50 ans. Et c'est totalement gratuit. Il vous suffit de cliquer juste ici pour vous inscrire. Allez, on reprend l'interview. Zéro risque avec des tout petites nuances parce que, par exemple, il y a des gens qui vont moins bien tolérer les fibres que d'autres. Donc, il va falloir faire des adaptations éventuellement de ce côté-là. Il peut y avoir certaines problématiques très spécifiques, genre intolérance au gluten. Voilà, des choses qui peuvent faire que des adaptations seront nécessaires. Voilà, mais pour la grande majorité des gens, c'est facile déjà. C'est relativement facile. Et ça leur fera forcément du bien. Tout à fait. Toi, ton expérience un petit peu, quand tu présentes ça aux gens ou quand les gens viennent à toi pour ça, peut-être que ça se passe plus dans ce sens-là, quel effet un petit peu t'as eu et t'as pu observer chez tes patients? Alors, moi, je fais partie, par exemple, du réseau Resendo, qui est un réseau d'Île-de-France de professionnels de santé spécialisés dans l'endométriose. Et dans l'endométriose, l'alimentation anti-inflammatoire, c'est assez connu pour ses bénéfices. Donc, je reçois pas mal de femmes qui ont de l'endométriose, mais pas que. Mais dans le cas des femmes donc qui ont de l'endométriose, on sait que c'est une pathologie qui peut créer de la fatigue chronique, des douleurs, des troubles digestifs. Enfin, ça peut être assez costaud et vraiment gâcher la qualité de vie. Donc, on va essayer, avec cette alimentation anti-inflammatoire, d'avoir un impact sur ces différents paramètres. C'est variable, j'avoue, d'une patiente à l'autre, mais très souvent, quand même, il y a un impact favorable, notamment sur la fatigue chronique. Vraiment, c'est une alimentation qui va quand même rebooster, qui va apporter plus de tonus, d'énergie. Et il y a aussi assez souvent un impact quand même sur le niveau de douleur, puisqu'en fait, il y a des liens directs entre le niveau d'inflammation chronique et la douleur. Donc, si on fait baisser un peu ce niveau d'inflammation chronique, on fait baisser aussi le niveau de douleur. Sur les troubles digestifs, donc on pourra peut-être y revenir, dans l'alimentation anti-inflammatoire 2.0, on peut se poser la question de certaines intolérances alimentaires. Par exemple, il y a quand même aujourd'hui de la littérature scientifique pour nous dire que le gluten peut favoriser une certaine porosité intestinale et donc de l'inflammation chronique. Donc, dans certains cas, pas systématiquement et encore une fois sans idéologie, je prescris, ou plutôt je suggère, de faire une élimination du gluten pendant 3 semaines, 1 mois, de manière pragmatique. Puis on voit ce qui se passe. Exactement, on voit ce qui se passe. Si on voit des bénéfices, et il y en a, j'ai un certain nombre de mes patients, soyons clairs, on n'est pas obligé d'en rester là. Il y a souvent un effet dose. On n'est pas dans une intolérance au gluten immunitaire type maladie cœliaque, où là, il faut absolument éliminer la moindre trace de gluten. On est souvent dans une forme d'intolérance alimentaire à effet dose. Donc, parfois, vous mangez ça de gluten, il se passe des symptômes, vous mangez ça, il s'en passe pas. Donc, on va aussi, une fois qu'on a fait cette période d'éviction, aller travailler ça, parce que mon but, c'est pas de gâcher la vie de mes patients. C'est pas de leur pourrir la vie en leur donnant 1 milliard de choses à exclure. Non, et d'ailleurs, il faut voir, il faut faire le bilan un petit peu de tout ça. C'est-à-dire que si, moi, je sais pas, le fait de plus manger de pizza, ça leur crée une frustration qui est plus importante que les douleurs que ça leur permet de réduire, bon, bah, peut-être qu'il faut pas le faire.
Par contre, si finalement, ils peuvent juste en manger moins et ils ont un gros bénéfice, ils ont beaucoup moins de douleur. C'est exactement ce que je leur dis. Je leur dis, après, le choix, c'est toujours le vôtre. Voilà. Donc, si un soir, vous vous dites, zut, pour le pas dire autrement, moi, j'ai envie d'une pizza et je sais que demain, je vais déguster, mais c'est comme ça. Très bien, c'est votre choix. Pas de problème. Bien sûr. Ce que tu as dit aussi qui est intéressant, c'est que il y a des personnes chez qui ça agit pour une même pathologie et des gens chez qui ça agit pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent ces pathologies, elles sont très complexes. On a beaucoup de mal à comprendre les causes et elles sont ce qu'on appelle multifactorielles. Alors, multifactoriel, c'est le mot quand on le sort au patient, généralement il aime pas parce que il en ressort aucune conclusion. Ça veut tout et rien dire. Ça veut dire que va y avoir pourquoi vous avez cette pathologie, il y a peut-être un peu de ça, et puis il y a peut-être un peu de ça, et puis il y a peut-être un peu de ça, mais on sait pas forcément dans quelle proportion. Et tout ça, c'est compliqué. Et en fait, on peut avoir deux personnes qui ont une même pathologie, mais pour des raisons un petit peu différentes. Et donc peut-être que du coup, en jouant sur l'alimentation, la personne qui avait tel facteur de risque va mieux répondre que l'autre personne qui avait moins ce facteur de risque. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a des facteurs divers qui peuvent entrer en considération. Et puis tout dépend aussi de l'alimentation qu'on avait déjà avant. J'ai des patients qui viennent me voir, ils ont déjà une alimentation franchement pas mal du tout. Donc on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Là, tu sais que le levier, il sera beaucoup moins fort. Voilà, exactement. Et puis il y en a d'autres où là, tu te dis oui, il y a peut-être vraiment des choses à jouer. Ça va être intéressant de tester. Voilà. Et puis, mais effectivement, il y a plein d'autres facteurs. D'abord génétiques, évidemment, notamment dans des maladies comme les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. C'est clair que c'est pas le régime anti-inflammatoire qui va tout régler, loin de là. Mais ça peut être en dehors des poussées de la maladie, une hygiène de vie à essayer d'adopter pour limiter l'évolution de la maladie, par exemple. Voilà. Donc c'est pas miraculeux, mais c'est un plus et ça coûte rien d'essayer. Non, ça coûte rien d'essayer, c'est même forcément positif, on l'a dit. Après, est-ce que ça aura un effet sur la douleur ? Ça faut tester pour le voir. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est peut-être que ça peut aussi agir de manière indirecte. Tout à l'heure, je parlais du professeur Francis Berenbaum qu'on a reçu, et super vidéo sur l'arthrose, etc. Oui, et donc lui, il parle bien du fait que maintenant, on sait que le syndrome métabolique, donc le fait d'être en surpoids, d'avoir de la graisse en excès, le fait d'avoir du cholestérol, du diabète, de l'hypertension, des triglycérides, ça crée l'inflammation de bas grade de l'organisme dont tu as parlé tout à l'heure. Donc en fait, quand vous commencez à avoir ces choses-là dans votre organisme, petit à petit, il va y avoir un petit peu d'inflammation latente. Ouais. Ça va être faible, mais un petit peu d'inflammation qui va s'installer. Et cette inflammation, elle va être un facteur de risque, elle va être génératrice un petit peu d'arthrose, un peu plus précocement. Et le problème, c'est qu'en plus, après, ça crée un cercle vicieux, parce que du coup, si vous avez un petit peu d'arthrose et que vous avez un petit peu de douleur, vous allez moins bouger. Donc forcément, c'est ce syndrome métabolique qui va être majoré, parce que si vous faites un petit peu moins d'activité, vous allez peut-être prendre un peu plus de poids, etc., etc. Donc lui, il décrivait, et il s'appuyait sur des articles scientifiques pour vraiment bien décrire ce fonctionnement qui est indirect. Donc si on fait attention à son alimentation, et que peut-être on perd un peu de poids, peut-être on a un peu moins de diabète, de cholestérol, de triglycérides, on va réduire cette inflammation. Voilà, il y a un cercle vertueux. Et on met en place un cercle vertueux. Donc voilà, ça peut jouer. Peut-être que l'inflammation aussi, elle sert de révélateur en fait, parce qu'on sait très bien qu'on a des personnes qui ont beaucoup d'arthrose et qui n'ont pas de douleur, et des gens qui ont très peu d'arthrose et qui ont beaucoup de douleur. Et donc peut-être que justement, suivant le niveau d'arthrose qu'on a, l'inflammation, ça révèle ou ça révèle pas justement cette douleur. Ça pourrait être une piste. Tout à fait. C'est des petites choses comme ça c'est des hypothèses et puis on verra comment ça se confirme. Tout à l'heure, tu as commencé à dire du coup que tu étais fille de chef. On a parlé un petit peu avant pour préparer cette vidéo et tu m'as dit que tu étais ce qu'on appelle flexitarienne. Ouais. Flexitarienne, pour moi, être flexitarien, je le suis, je me considère comme ça, mais je trouve que c'est quand même un peu un mot qui est galvaudé. Maintenant, on est un peu tous flexitariens et ça veut un peu tout et rien dire, etc., etc. Je suis pas sûre qu'on soit tous flexitariens. Il y a encore pas mal de viandards et autres. C'est vrai. Moi, j'ai un biais de sélection dans mon entourage, forcément. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on est dans des milieux où c'est peut-être un peu plus répandu qu'au global. Est-ce que tu peux me dire un petit peu me définir ce que ça veut dire flexitarien ? Donc flexitarien, concrètement, c'est manger un peu moins de protéines animales. Plus précisément, un peu moins de viande et de poisson. Puisqu'on mange en général des œufs, du fromage, quand on est flexitarien, etc. Donc voilà, c'est mon cas. Effectivement, je ne mange pas à chaque repas de la viande ou du poisson.
Mais j'en mange de temps en temps. D'abord parce que j'ai grandi avec ces traditions. Hein. Je vous l'ai dit, j'ai grandi dans un restaurant gastronomique. Donc voilà. Et que j'ai de l'appétence pour un certain nombre d'entre eux, un peu moins pour la viande. Franchement, je crois que je pourrais complètement passer de la viande. J'aurais plus de mal avec le poisson. Et puis, donc je le fais naturellement, finalement, de manger moins de viande et de poisson. Et je le fais aussi à la fois pour des raisons de santé et pour des raisons environnementales, comme un certain nombre de gens qui ont compris que ça pouvait plus durer de manger autant de protéines animales qu'à un moment, voilà, c'est un coût trop élevé pour la planète. Et aussi pour notre santé. Parce que ce qui est intéressant, c'est un récent rapport de l'OMS qui a évalué l'impact à la fois sur la santé, sur l'environnement et sur le développement durable de notre consommation de protéines animales. Et ce rapport, il dit clairement que diminuer la consommation de protéines animales, eh bien, ça a un impact direct sur notre santé et sur l'environnement. Et dans ce rapport, il y avait des chiffres pour 2020 qui étaient quand même assez frappants, à savoir que la consommation excessive de viande était responsable de 2,4 millions de morts supplémentaires qui auraient pu être évitées et 240 millions d'euros de frais de santé supplémentaires. Bon, c'est quand même des chiffres qui font réfléchir et qui laissent à penser aussi que on n'est pas obligé de devenir totalement végétarien. C'est très bien, hein, si on est végétarien, c'est en général très bon pour la santé. Mais déjà, diminuer sa consommation de viande, a fortiori de viande rouge, ça a déjà un impact significatif sur notre santé et sur la planète. Il y a déjà de toute façon des recommandations officielles sur la consommation de viande rouge. Tout à fait. Effectivement, l'idée est de ne pas dépasser 500 grammes de viande rouge par semaine, 150 grammes de charcuterie. Mais on peut peut-être même encore aller au-delà. Voilà. Tout à fait. Toi, tu penses que ce cheminement, il s'est fait comment? Parce que tu l'as dit, je pense que tu mangeais un peu plus de viande. C'est au niveau écologique, tu l'as dit, au niveau santé, etc. T'as l'impression que moi, mes parents et mes grands-parents, c'était encore pire. Hein, c'est-à-dire que je pense que s'il n'y avait pas de la viande à chaque repas, c'était pas un repas. Peut-être que ça s'explique de manière historique, etc. C'était aussi sorti de la Deuxième Guerre mondiale, le fait de bien manger, ça fait partie des choses des priorités, pouvoir se payer et mettre de la viande à chaque repas, c'était aussi important, mais c'était à la base aussi un signe de bonne santé à cette époque-là. Je pense que c'était une question de statut social. Aussi de statut social, ouais. Et aujourd'hui, c'est presque l'inverse. À la limite, aujourd'hui, quand tu as un statut social un peu plus CSP+, tu as plutôt tendance au contraire à dire « Ah non, moi je mange moins de viande, etc. » Bon, voilà, c'est des modes, ça. Mais tant qu'elles sont vertueuses, bon... Après tout, pourquoi pas, hein. Voilà, moi j'assume d'être bobo si c'est vertueux. Alors comment j'en suis venue à ça? Mais en fait, de manière assez naturelle, je me suis toujours intéressée à la nutrition. Et puis je pense que quand j'ai commencé à m'émanciper du contexte familial, déjà étudiante, j'avais moins d'argent. J'ai découvert les légumes secs. J'adore les lentilles, les haricots secs, les pois chiches, etc. C'est vrai que ça coûte beaucoup moins cher. Ça coûte beaucoup moins cher, c'est des super sources de protéines, de fibres, de minéraux, voilà. Donc j'adore cuisiner, j'ai voyagé, j'adore la cuisine indienne et voilà, je trouve qu'il y a plein de plats super sympas à se faire sans viande et qui sont gourmands. Donc voilà, ça s'est fait finalement assez naturellement. Il n'y a pas eu un cheminement, je me suis pas dit du jour au lendemain, allez, ça suffit, je diminue voilà ma consommation de viande. Peut-être dans mon livre, il y a un des petits changements que je propose qui est de faire l'équivalent de un repas strictement végétarien tous les 2 jours. C'est pas énorme, hein, ça fait 3-4 repas végétariens par semaine. Mais c'est déjà pas évident pour un certain nombre d'entre nous. Donc ça, par contre, oui, ça je l'ai un peu décidé. Je l'ai un peu imposé à la maison. Mais donc moi j'ai 2 adolescentes et j'ai un mari. Et ils ont tous tout à fait trouvé ça une bonne idée et ça n'a pas posé de problème. Le problème pour moi, c'est que je n'aime pas le fromage. Alors là, c'est juste par goût, hein. Voilà. Depuis il y en a partout en France, quand même. Ah oui, effectivement. Donc, et surtout, c'est problématique quand tu veux manger moins de protéines, enfin moins de viande et moins de poisson, parce qu'il y a plein de recettes végétariennes où il y a du fromage. Là, tu viens te parler d'un facteur qui est important, c'est la quantité de protéines quand même quand on mange surtout végétarien ou une alimentation surtout végétale, on va en parler. C'est juste avant, je voulais revenir sur le fait que c'est vrai qu'il y a un a priori. Moi, je l'ai vu dans ma famille où
on mangeait beaucoup de viande, etc. Et en fait, quand on commence à leur montrer qu'on s'en va, qu'on revient, qu'on cuisine un repas, etc., où finalement il n'y avait pas de viande, il n'y avait pas de protéines, que ça soit du poisson ou de la viande, et finalement ils trouvent ça bon. Et ils ont pas spécialement faim à la fin du repas, et ça s'est bien passé, ça les a fait découvrir. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'a priori en fait qui peuvent être levés assez facilement si on montre comment on peut faire. Oui, tout à fait. Moi, mon papa était chef, et quand j'ai fait mon e-book de 50 recettes pour mon programme, je les ai toutes fait tester à mon papa, parce que pour moi c'était indispensable qu'il les teste. Et ça a été une petite révolution culturelle pour lui, hein. Quand il a fait des galettes végétales, quand il a fait du chili sin carne, etc. Mais il a apprécié de tester d'autres choses, et il a avoué, si je puis dire, que ça pouvait être intéressant. Il y a aussi quand même un courant, vu qu'on parle de ça, avec de plus en plus de chefs qui essayent de mettre ça quand même en avant, et maintenant il y a des labels, etc., qui montrent que il y a une cuisine qui est responsable. On a de plus en plus de chefs qui portent une attention très importante à la provenance des produits qu'ils utilisent, qui ont un potager où ils cultivent ce qu'ils ensuite mettent dans l'assiette. Donc il y a quand même une sensibilité qui s'est répandue auprès des chefs, et on peut penser que là on parle de gastronomie, voire de haute gastronomie, mais peut-être que derrière ça va se diffuser quand même. Oui, et c'est super, franchement. Je pense que c'est générationnel. La génération des moins de 40 ans, on va dire, et a fortiori des moins de 30 ans, elle est vraiment embarquée dans cette voie-là, la génération de ces chefs-là. La féminisation aussi, je pense, des chefs a joué. Et donc, on a aujourd'hui effectivement des chefs qui ont envie de proposer que la viande ou le poisson soit pas forcément l'alpha et l'oméga de l'assiette, et qui proposent des choses super intéressantes, super bonnes. Et puis on a des guides comme le guide Michelin qui maintenant mettent une étoile verte. C'était à ça que je faisais référence. Voilà, exactement. Donc pour inciter finalement à cette cuisine développement durable. Donc je pense que tout ça va effectivement dans le bon sens, et surtout ça va dans le sens que moi je suggère, à savoir pas de manière excluant le plaisir, quoi. Voilà, on peut tout à fait aller dans cette direction tout en mangeant toujours de manière très agréable et pas restrictive, punitive, voilà. C'est une vraie expérience. Moi, j'ai eu ça parce que j'ai quelqu'un dans mon entourage très 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 proche de moi qui était végétarien, voire même vegan, et donc faire l'expérience d'un restaurant gastronomique qui respecte ces principes-là, c'est quand même assez déroutant au début quand on n'est pas trop sensibilisé, et je pense que ça peut permettre de faire passer un cap à certaines personnes. Si, du coup, on a des gens peut-être qui veulent un peu mettre ça en place dans leur vie, toi, quels seraient un peu les premiers conseils, les premiers pas que tu pourrais donner pour mettre un peu plus de végétal? T'as dit mettre les 3 couleurs, déjà c'est une bonne chose. Est-ce que t'en as d'autres? Pour moi, c'est vraiment d'aller explorer tout le potentiel des légumes secs. Vraiment. Parce que souvent les gens ils disent c'est ennuyant, on va bouffer toujours la même chose. Ouais, d'ailleurs moi j'ai une adolescente qui dit ça aussi. Mais elle dit pas ça quand je le prépare en dalle. Ou quand je le prépare en... Un petit dalle de lentilles, c'est bon. Voilà. Ou quand je fais mon chili sin carne, justement, elle trouve ça super bon. Et c'est des haricots rouges, des épices, des légumes, etc. Et c'est super bon, franchement. Donc voilà. En fait, ou quand on fait des galettes végétales maison aussi, c'est pareil. Si on les assaisonne avec des épices, des herbes, etc. C'est bon, en fait. C'est vraiment bon. Donc, le truc, c'est d'aller se procurer. Alors sur Instagram, il y a des milliers de comptes hyper intéressants. Il y a des livres de cuisine végétale. Non mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, de nos jours quand même, on ouvre Insta. Il y a je sais pas combien de nutritionnistes qui sont sur Insta. On a des recettes. Enfin, on trouve ça en deux secondes. Et on a plein de recettes, plein de choses à tester. Je pense qu'il faut sortir. Ça peut être bien. Moi, ça me dérange pas, mais ça peut déranger certaines personnes de manger un chou-fleur qui a été cuit à la vapeur avec juste une petite vinaigrette ou quelque chose comme ça. C'est peut-être pas pour tout le monde, et c'est peut-être pas le premier pas pour des gens qui sont pas sensibilisés à ça. Ça peut être très bon aussi, comme tu le dis, hein, parce que le produit pour le produit, comme diraient les chefs. Mais par exemple, le chili sin carne, il est sur mon Instagram, hein, la recette. Donc, si vous voulez aller sur mon Instagram, Sophie Janvier nutritionniste, vous la trouvez. Donc voilà, il y en a plein des recettes incroyables et faciles sur Internet. Par contre, voilà. En fait, il faut faire le shift. Faut avoir envie de changer. Et c'est tout le propos qui était dans mon livre aussi. Tout à fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'un repas sur 4, moi, je trouve ça très bien.
Et même peut-être, je sais pas, un par semaine. Allez. Oui, et voilà. En famille, vous vous dites, je sais pas moi, le vendredi soir, jeudi soir, ce que vous voulez, repas en famille, et le challenge c'est de faire un repas totalement végétarien. Une fois que c'est totalement mis en place, que tout le monde a testé, etc., peut-être on le rajoute une deuxième fois. Et puis peut-être qu'on va pas plus loin, ou peut-être qu'on continue. Et comme ça, au moins on a testé, on a vu, et puis on commence à expérimenter. Mais vouloir passer de tout à rien, Ouais, exactement. Illusoire. Tout à fait. Tout à l'heure, tu as parlé du microbiote. On a commencé à en parler parce que tu as parlé des fibres. Et donc, tu as dit que les fibres, ça plaisait au microbiote. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est déjà que notre microbiote? Le microbiote qu'on appelait avant la flore intestinale, c'est la même chose. Ça a juste été un petit peu relooké, ça a changé de nom. Ouais. Mais est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça sert? Est-ce que c'est? Alors, le microbiote, en fait, c'est un ensemble de bactéries, levures et champignons qui sont dans notre intestin. Alors, il y a plus globalement le microbiome, parce qu'il n'y a pas des bactéries que au niveau intestinal. Mais là, on a à peu près 5... Alors, les chiffres varient d'une année à l'autre, parce qu'on affine. Mais on va dire aujourd'hui entre 40 et 50 000 milliards de bactéries, levures et champignons comme ça qui sont dans notre 40 intestin. à 50 000 milliards. Voilà. Ouais. Donc, c'est difficile de se représenter quand voilà, même. c'est une sacrée petite population, hein. Et c'est pour ça que on vit en symbiose avec ces bactéries. Voilà, on cohabite, d'accord. Donc elles sont absolument indispensables à notre santé. On découvre là aussi semaine après semaine la puissance de leur impact, à la fois sur notre immunité, sur notre digestion, sur notre santé mentale aussi, puisque nous avons un lien intestin-cerveau avéré, hein. On a notamment un nerf vague qui relie les deux. On a aussi des neurones qui communiquent entre elles. Voilà. Ça, si on s'arrête un petit peu là-dessus, ce que tu es en train de nous dire, c'est que du coup, ce qu'on mange peut avoir des conséquences sur notre santé mentale. Exactement. Il y a tout un courant aujourd'hui qui monte en puissance qui s'appelle la psychonutrition, et qui a prouvé par différentes études scientifiques que la manière dont on mangeait pouvait impacter notre santé mentale. Et là aussi un lien avec notre fameuse inflammation, puisque la dépression aujourd'hui, de plus en plus, on considère que c'est probablement une maladie inflammatoire également. Donc pour toutes ces raisons, la manière dont on mange va impacter notre santé mentale. Donc juste comme ça, on est sur les mêmes principes d'alimentation que ceux dont on parle depuis le début. Oui, avec quelques petites subtilités, on va dire, que vous pourrez lire dans mon enquête. Mais oui, ton enquête? On la retrouvera dans Top Santé, donc je sais pas exactement quand est prévue la parution, mais incessamment. Je pense dans les semaines à venir. Et évidemment dans les livres de Guillaume Font ou Joël Doré, il a pas de livre, mais Joël Doré par exemple, il est en train de faire des expérimentations très intéressantes avec un protocole alimentaire qui permettrait d'aider à manager un certain nombre de symptômes réduire dépressifs. ces symptômes dépressifs. Guillaume Font aussi d'ailleurs, voilà. Guillaume Font, il a écrit au moins un livre. Oui. Voilà, donc et on est en train de parler de deux personnes, parce que ça peut paraître un petit peu superflu, enfin pas superflu, mais peut-être un peu tiré par les cheveux pour certaines personnes, etc. Là, on parle quand même de médecins, on parle de chercheurs qui se demandent s'il y a pas un lien effectivement entre ce qu'on mange et les symptômes dépressifs. Et c'est sérieux, parce que ça peut paraître un petit peu allumé comme ça. Ah ça non, l'est pas. C'est absolument pas allumé. Les précurseurs en la matière, c'est une équipe de Melbourne, en Australie, l'équipe de Félix Jacka, qui est une chercheuse qui a créé un laboratoire qui s'appelle Food and Mood. Donc tout est dit, humeur et alimentation. Et c'est son laboratoire qui a fait les premières recherches sur ces questions et qui a montré un impact véritable de la manière dont on mangeait sur un certain nombre de symptômes. Alors là, c'est pareil. On n'en est pas encore à se dire qu'on va soigner la dépression strictement qu'avec l'alimentation. Il faut prendre des précautions. Et moi, j'ai parlé déjà de symptômes dépressifs. Voilà. Mais là aussi, ça peut être intéressant, et notamment aussi pour un certain nombre de personnes qui ne sont pas réceptifs aux antidépresseurs. Et il y en a. Donc ça fait une piste, ça ouvre une piste aussi pour ces gens-là. Donc au cœur de tout ça, il y a notre microbiote. Voilà, il y a un certain nombre de souches bactériennes qui actuellement sont testées et qui sembleraient avoir un impact plus direct justement sur notre santé mentale. Ok. Donc là, ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, on a des souches microbiennes. Donc ça laisse sous-entendre que on a plein de microbes différents dans notre intestin. Et justement, la bonne santé du microbiote, elle repose sur cette diversité.
cette diversité et puis un équilibre entre des bonnes et des mauvaises bactéries. Il n'y a pas que des bonnes, mais l'idée étant que effectivement il y ait suffisamment de bonnes pour notamment lutter contre les bactéries pathogènes, parce que sinon justement c'est ça qui va créer de l'inflammation aussi, parce que ces bactéries pathogènes, par exemple, elles vont grignoter le mucus qui tapisse notre intestin, donc on va avoir un intestin poreux, ça va créer de l'inflammation. Favoriser la perméabilité membranaire. Voilà, etc. exactement. Donc pour toutes ces raisons, effectivement, l'équilibre et la variété de notre microbiote est absolument fondamental. Alors aujourd'hui, c'est pas la peine d'aller faire des tests de microbiote. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les sociétés de gastro-entérologues et d'allergologues notamment aussi. Ça n'est pas à faire en routine aujourd'hui. Ça existe, hein, il y en a qui, parce qu'on sait pas quoi en faire en vérité Parce qu'on derrière. sait pas quelle est la référence non plus. On Voilà, a du mal. exactement. En tout cas, c'est ce que disent les Donc ne dépensez spécialistes. pas votre argent là-dedans. Ça viendra sûrement dans un futur plus ou moins proche de pouvoir faire des analyses du microbiote comme on fait une analyse de sang. Mais il faut que tout ça soit testé, validé et fait dans les règles de l'art. Donc c'est vrai que c'est un gros bout, on en entend beaucoup parler, mais en fait, il y a beaucoup de choses très, très prometteuses, mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et effectivement, on a vu fleurir un petit peu partout des analyses de microbiote où on peut avoir comme ça une photo de sa petite flore intestinale et de la population qui habite notre intestin, mais finalement, on n'en fait pas grand-chose, en fait. Hein. Ouais. On sait pas dire... et puis ça va presque être plus anxiogène qu'autre chose. Donc, à mon sens, c'est vraiment pas utile. Il faut plutôt partir sur des réflexes simples, hein, ceux qu'on a dit depuis le début, manger varié, diversifié, avoir pas mal de fibres, avoir des antioxydants, parce que tout ça, ça fonctionne en synergie en fait. Les polyphénols, qui sont une famille d'antioxydants, on sait que elles agissent aussi avec nos bactéries intestinales. Tout ça, ça va créer une synergie. Ouais, en fait, faut se concentrer sur les solutions, parce qu'en fait, vous dire j'ai un peu trop de cette bactérie ou un peu moins. Bon, bah déjà, on l'a dit, on a quand même pas trop de référentiel, c'est compliqué. Et puis ensuite, on n'est pas capable de dire, il me faut cette bactérie en plus grande quantité, donc il faut que je mange des carottes parce que ça va augmenter la population de cette bactérie. On n'en est pas du tout là. En fait, juste faut se concentrer sur les solutions, manger plus de fibres d'une manière générale. On a parlé des oméga 3, on a parlé de toutes ces choses-là. Et ça, en fait, ça va être propice pour avoir un microbiote en bonne santé. Et c'est largement suffisant. Voilà. Et manger vrai. Manger le plus brut possible, sans non plus en faire un dogme absolu, hein, parce que la vraie vie, c'est aussi que de temps en temps, on va s'acheter une pizza surgelée, hein, voilà. Mais essayez quand même de manger plus brut, parce que il y aura moins d'additifs, moins d'ingrédients ultra transformés, et tout ça, c'est quand même des perturbateurs aussi de notre microbiote et de notre santé en général. Ouais, ça, elles aiment pas, hein, nos petites bactéries. Elles aiment pas tous ces petits aliments-là. Manger vrai, manger vert, manger... il en manque un. Bref, c'est pas grave. Tout ça, du coup, toi, t'as de plus en plus de gens qui viennent te voir peut-être pour te demander et qui ont ces problématiques-là. Ça se répand un petit peu dans la population ? Oui, effectivement, il y a des demandes de plus en plus larges d'essayer de manger plus sainement, d'essayer de manger plus anti-inflammatoire, de préserver son microbiote, même si on va pas se cacher quand même que dans ma clientèle il y a encore beaucoup, et c'est très bien, hein, de gens qui viennent pour la perte de poids, hein, et ça peut être intéressant notamment dans le cas de pathologies chroniques, hein, il y a des fois où c'est utile vraiment de perdre du poids. Donc de toute façon, moi-même dans le cas d'une perte de poids, je vais jamais proposer quelque chose qui sera à l'inverse d'une alimentation équilibrée, variée, la santé, bonne pour la toujours, santé. Hein. Ouais. C'est marrant, dans les gens qui viennent te voir, t'as surtout des gens qui sont déjà assez avancés au niveau de leur connaissance de ce qu'ils ont mis en place et qui veulent aller encore plus loin, ou au contraire, tu vas avoir des gens qui ont beaucoup à faire et qui ont peut-être peu de connaissances ou qui ont mis peu de choses en place. C'est varié, mais bon, j'ai plutôt une clientèle urbaine, parisienne, qui quand même connaît un certain nombre de choses. Mais ça dépend, il peut y avoir aussi des surprises. Et puis comme je fais de la consultation en vidéo, j'ai aussi des gens d'un peu partout en France, voire dans le monde. Donc les problématiques sont pas toujours les mêmes, les budgets sont pas toujours les mêmes. Aussi, ça joue, hein, on va pas se mentir. Il y a quand même parfois des problématiques de coût d'une alimentation. Pas parce que pour un certain nombre de gens, manger des fruits et légumes, c'est un coût qui peut être problématique, notamment une population étudiante aussi. Alors, en vérité, moi, j'ai eu le sentiment qu'on peut quand même manger sainement. Oui, voilà, mais
bon, il faut décortiquer un petit peu les a priori là-dessus. Voilà, pareil, si on mange un peu moins de viande, etc., déjà on va faire des économies, voilà. Ce que tu l'as dit, quand même toutes les légumineuses, ouais. Ça c'est vraiment pas cher. Je pense qu'il y a pas grand-chose, je sais pas si ça existe, de ramener les calories, le prix au niveau de la calorie, mais on ne doit pas avoir grand-chose qui est moins cher que ça quand même. Ouais, c'est clair. Et ça prend beaucoup de place dans l'estomac, c'est très rassasiant, c'est très bon pour la santé. Et ça coûte pas cher, enfin 500 grammes de lentilles, 500 grammes de haricots blancs, de haricots rouges, de pois chiches, tout ça c'est pas cher. Ouais. Et il faut pas oublier aussi que, et c'est ce que je dis dans mon livre, que l'alimentation c'est pas juste une somme de nutriments, c'est pas juste un corpus scientifique, etc. C'est lié à l'intime, c'est lié à tes valeurs, ton héritage familial, à éventuellement aussi des souvenirs liés à certaines façons de manger, voire des traumas, etc. Donc Madeleine de Proust. Ouais, exactement. Donc c'est voilà, il faut savoir aller un petit peu explorer ces choses-là aussi avec les patients, aller trouver les moyens de les amener aux changements les plus profitables sans heurter ses valeurs, cette histoire intime, etc. Ça, c'est pas facile parce qu'effectivement, il faut respecter son histoire au patient, à la personne qu'on a en face. Parce que sinon, au final, ton travail, mon travail, en fait, on distribuerait une feuille polycopiée. Et puis... il y en a encore qui le font. Hein, il y en a encore qui le font. Et puis, la personne aurait juste à suivre cette feuille, en fait. Hein, et puis... alors qu'en fait, non, il faut essayer de vraiment être personnel, personnalisé, voir d'où part la personne, voir ce qu'on peut lui apporter. Et en fait, c'est ce que chacun, surtout, doit rechercher. C'est-à-dire que quand elle voit quelqu'un, elle doit avoir quelqu'un qui prend en compte son histoire pour voir quels sont les leviers un petit peu de changement qui peuvent être mis en place. C'est ça notre valeur ajoutée. Hein, c'est ça notre valeur ajoutée. Et je pense que comme toi, moi, ce que je vois, le problème, c'est qu'on reçoit des gens qui ont des connaissances. Tu l'as dit, alors peut-être qu'on est biaisé. Moi, je fais que du physique. Toi, pas trop, mais c'est vrai qu'on travaille dans Paris ou tout proche, et donc on a une certaine population qui vient nous voir, et cette population, en tout cas, elle a des connaissances. Mais des fois, elle n'arrive pas à mettre les choses en place. Et ça, moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, la partie que j'ai vraiment trouvé très intéressante dans ton livre, c'est celle-là. C'est pas parce que les conseils que tu as trouvés avant, je les ai trouvés moins intéressants, mais moi, la plupart des conseils, c'est les conseils auprès duquel je suis sensibilisé. Mais vraiment, je pense que ce qui est déterminant, c'est de voir comment est-ce qu'on peut les implémenter, parce que c'est ce qui fait toute la différence en réalité. Effectivement. Quel conseil t'aurais là-dessus ? Comme je le dis au début de mon livre, il faut se faire un petit autodiagnostic. Donc au début de mon livre, je propose de se faire un petit autodiagnostic sur, en gros, ce sur quoi on est prêt à faire des compromis et ce sur quoi on n'est pas prêt à faire des compromis. Et puis je sensibilise à ce que ça veut dire de vouloir entamer un changement alimentaire. Ça suppose de changer. Et en fait, souvent, on oublie juste ce mot-là. Et changer, forcément, ça va être sortir de ses habitudes. Et donc, ça va forcément un peu bousculer. Ce qui compte, c'est que ça bouscule pas trop, que ça bouscule de manière juste. C'est-à-dire qu'il faut commencer par ce qui va le plus vous parler, par les plus petits changements qui vont avoir le maximum d'impact. À tes souhaits. Donc voilà, je vais sensibiliser à ça. Et par exemple sur cette histoire je sais que ça t'a plu, il y a un petit exercice où je propose de relier 9 points entre eux, et ça semble facile comme ça, et en fait c'est un peu plus difficile qu'on l'imagine. Moi, j'ai pas réussi. Alors, j'incite les gens qui veulent voir de quoi on parle à acheter ton livre, voilà. C'est dedans. Il y a un petit test. Voilà. Moi, j'ai pas réussi. Et en fait, l'objectif de ce petit test, c'est juste de montrer qu'il va falloir un tout petit peu sortir de sa zone de confort. Mais pas forcément beaucoup, hein. Un tout petit peu. Mais c'est obligatoire. Voilà. Et ça, parfois, ça va demander 2-3 consultations pour ce que la personne que j'ai en face de moi arrive à déverrouiller un certain nombre de réflexes comme ça. Mais il faut trouver les bons. Voilà, ceux qui vont encore une fois être accessibles, acceptables surtout dans la durée. Parce que moi, vraiment, c'est ça que je cherche à faire avec mes patients. C'est pas, je vous propose pendant un instant T de manger comme ça pour avoir les résultats que vous espérez, et puis ensuite vous reprenez ce que vous faisiez avant. Parce que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est même hyper contre-productif, parce que ça va
abîmer l'estime de soi parce que on va revenir à ce qu'on faisait avant et donc on va avoir les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tu commences ton livre en citant, alors je sais pas, il y en a une au début, une à la fin. Alors moi j'ai beaucoup aimé les deux personnes que tu citais. Donc là effectivement c'est Einstein et l'autre, je me souviens plus qui c'est. L'autre, c'est Watsu, c'est un voilà. Bon, mais Einstein, en gros l'idée il dit, alors je le paraphrase que je ne sais jamais exactement par cœur, mais en gros il faudrait être fou. Que la folie c'est de penser que en reproduisant les mêmes effets, on aura les mêmes causes, on aura des effets différents. Voilà, exactement. Donc oui, forcément, il faut un tout petit peu bouger les lignes. Mais ce que je montre dans le livre, c'est qu'il n'est pas nécessaire de se faire violence, pas nécessaire de tout changer, pas nécessaire de se brutaliser, c'est même contre-productif. Mais il faut un tout petit peu aller chercher quelques leviers. Et moi, j'ai parfois des gens qui viennent et qui veulent du rude, quoi. Tu dois avoir ça aussi, hein. Gens qui disent, mais moi, je suis prêt à tout faire. Dites-moi quel est le mieux. Exactement. Bah ça, tu peux. Enfin, moi, je suis très là-dessus. Je suis assez critique. Je pense que 99,9% des gens qui me disent ça, l'expérience va montrer que malheureusement, c'est des gens qui ne feront aucun changement durable. Exactement, voilà, parce que il faut pas se fixer des objectifs inatteignables. Ça paraît simple quand on le dit, mais c'est plus compliqué à ressentir. Et c'est ça que moi je vais essayer aussi de travailler avec mes patients, parce que j'utilise des outils de thérapie comportementale cognitive, j'utilise des outils même parfois de méditation, j'utilise des outils de psychologie positive, enfin un certain nombre d'outils, voire de PNL, pour essayer de les aider à mettre le doigt là-dessus. Parce que au niveau, toi, sur les gens que t'accompagnes, souvent il y a un aspect qui est très émotionnel dans l'alimentation. Oui. Tu retrouves ça souvent, peut-être que ça génère peut-être de la frustration, s'ils peuvent pas ou ils s'interdisent de manger quelque chose, à tort ou à raison d'ailleurs, mais ouais, de la frustration, peut-être de l'envie, peut-être, je sais pas. L'alimentation est un moyen de réconfort facile. Et une fois que j'ai dit ça, je suis pas en train de dire pour autant que ça ne devrait pas. Non, c'est tout à fait. Moi, je trouve que c'est tout à fait légitime que ça fasse partie des palettes d'outils pour se réconforter. Et même au contraire, quand on arrive à se réconforter vraiment avec 4 carrés de chocolat, sans y mettre de la culpabilité, c'est là, c'est compliqué. Voilà. Mais si on arrive à le faire vraiment, au moins on a obtenu l'effet attendu. Et on n'est pas obligé ça va pas revenir en boomerang. Alors ce qui se passe le plus souvent, c'est que les gens après culpabilisent et donc j'aurais pas dû. Voilà. Ça met en l'air tous les efforts que j'ai fait avant. Exactement, foutu pour foutu, et donc résultat, finalement, ça va enchaîner un certain nombre de choses. Donc une fois que j'ai dit ça, donc moi je trouve que c'est légitime que ça soit un moyen de réconfort, mais pas l'unique moyen de réconfort. C'est ça aussi que moi je vais travailler avec mes patients, à élargir la palette des outils pour se faire du bien, parce que souvent on me dit il y a plus que ça dans ma vie, finalement il y a que ça qui me fait plaisir. C'est là ça pose problème. Là il faut aller explorer ce que j'appelle le budget psychologique. Je travaille aussi, j'ai un exercice que je travaille comme ça, c'est-à-dire je vais aider mes patients à essayer d'évaluer leur budget psychologique, comme le budget du ménage. Il y a quoi comme entrée, il y a quoi comme sortie. Et s'il y a trop de sorties par rapport aux entrées, évidemment c'est déséquilibré et là ça risque de poser problème. Il va y avoir des effets secondaires qui peuvent passer par l'alimentation, par d'autres types d'addictions, etc. Donc on travaille à rééquilibrer un peu ce budget psychologique et ça peut avoir souvent des impacts intéressants. Ça c'est hyper intéressant comme concept. Effectivement, voir un petit peu. Même ça, c'est intéressant parce que du coup, je faisais un peu l'exercice en même temps que tu étais en train de le dire. Et c'est toujours intéressant de se questionner. Mais bien sûr. Et là, de se dire, dans ma vie, j'ai quoi qui m'apporte du bonheur, j'ai quoi qui, malheureusement, m'en prend. Parce qu'il y a toujours. Ouais. Et voir un petit peu, et je pense que toujours essayer de cultiver un peu ce qui nous en apporte et voir si on peut pas supprimer ce qui nous en enlève. Mais c'est vrai que si t'as l'impression que l'alimentation, c'est une béquille de la personne, et d'autant plus si c'est la béquille, je pense que tu peux pas lui supprimer, sinon elle tombe. Bien sûr, mais moi j'ai pas envie de la supprimer pour moi non plus. Moi ça m'arrive aussi de manger un peu de chocolat pour me faire du bien, et pas de problème. Tu l'as dit, ce qu'il faut c'est arriver justement à se dire ok, je vais le prendre, je vais le savourer, je vais pas culpabiliser, je sais pourquoi je le fais, là c'était pas forcément de la faim.
parce que de toute façon j'ai assez mangé à midi, etc. C'était une envie qui n'était pas de la faim. Donc bien sûr qu'on va travailler aussi ces questions de différencier la faim, l'envie de manger, etc. C'est intéressant aussi. Ça c'est très intéressant. Voilà, évidemment, c'est vraiment des choses que je fais, évidemment, mais sans pour autant diaboliser l'envie de manger. Parce que je dis toujours que nous ne sommes pas juste une machine à qui on donne du carburant. Voilà, c'est ce qui nous distingue quand même, on n'est pas... Voilà. Donc on prend du plaisir à manger, et ça a été conçu comme ça par le grand ordonnateur s'il y en a un. Voilà, donc oui, ça fait partie des choses aussi qui sont liées à la nourriture. Mais on peut aussi aller se défouler en allant courir, en allant voir une expo, voilà. Plein d'autres choses aussi. Ouais, je pense que ce qui est bien, c'est d'essayer d'arriver à déchiffrer un peu, de savoir pourquoi on a fait telle chose, en étant assez honnête. Alors c'est sûrement peut-être, je sais pas, la quête d'une vie, mais peut-être que sur certains éléments, voilà, de se dire à certains moments, j'ai fait ça pour telle raison, et du coup ça donne du sens. Et quand on donne du sens quand même derrière, c'est beaucoup plus facile de comprendre, et si on comprend, peut-être que la prochaine fois, on le fera, on l'acceptera mieux, ou au contraire, on le fera pas parce qu'on n'en ressentira pas le besoin, etc. Et ça permet quand même de cheminer là-dessus. Tout à fait. Est-ce que tu veux qu'on parle de quelque chose en plus ? Je crois qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit, et que c'est toi en plus qui m'y a fait penser au début. C'est que j'ai une newsletter. Voilà, donc si ça vous intéresse... Pour tous les gens qui veulent te retrouver, donc t'as dit un petit peu... Instagram. Ouais, donc Sophie Janvier nutritionniste. LinkedIn. Sophie Janvier. T'as une newsletter. Voilà. La newsletter, vous pouvez vous abonner sur mon compte Instagram dans la bio. Et sinon, j'ai un site internet, Sophie Janvier nutritionniste aussi. Voilà, tout ça c'est simple. Et là, vous retrouverez mon programme Boost que vous pouvez trouver aussi sur l'adresse formation.sophiejanvier nutritionniste. J'ai une masterclass aussi que j'ai faite justement pour essayer pour tous les gens qui sont perdus sur c'est quoi les grands principes de l'alimentation équilibrée, de l'alimentation santé. J'ai fait en 1 heure une masterclass où je résume vraiment les fondamentaux, à la fois sur le plan strictement diététique et puis un peu comportemental et psychologique. Voilà, pour pas qu'il y ait justement que le polycopier. Donc ça, vous pouvez la retrouver aussi, ma masterclass, sur formation.sophiejanvier nutritionniste. J'ai un e-book de recettes. Voilà. Ça fait quand même pas mal de choses. Et ouais. On va finir avec 2 questions qu'on pose absolument à tout le monde. Si toi, tu devais donner qu'un seul conseil aux gens de ton entourage, aux gens que t'accompagnes pour être en meilleure santé, ce serait lequel ? J'ai envie de redire, mettez 3 couleurs dans votre assiette, parce que vraiment, c'est vraiment, je trouve, un conseil simple et efficace. Ok, voilà, les gens qui nous regardent savent quoi faire. Toi, qu'est-ce que t'as mis en place dans ta vie récemment pour être en meilleure santé ? J'ai commencé un peu de muscu. On en a parlé. Voilà. À des fins, parce que moi, en l'occurrence, j'ai des petits soucis de douleurs musculaires, posturales, etc. Donc, je le fais plus dans cet esprit-là pour essayer, parce que je vois bien que quand je bouge davantage, j'ai moins mal. Donc, et ouais, ça c'est incroyable. Tu vois, quand on a un patient et que ce patient, il a compris ça, on a fait déjà 90% du travail. Exactement. Le problème, c'est quand on n'arrive pas à faire expérimenter ça aux patients. Donc voilà, donc je me suis acheté des petites haltères, des élastiques, et puis je vais courir 1 fois par semaine. Ça, je le faisais déjà. Enfin, maintenant, je vais courir 2 fois par semaine grâce à un certain Raphaël. J'ai milité. Qui m'a dit que ce serait mieux de courir moins longtemps, mais plus souvent. Exactement. Donc je l'ai écouté. Et effectivement, et puis je me suis installé une appli d'une célèbre marque que je vais pas citer, qui a un petit programme pour se lancer sur la course. Et j'ai découvert qu'en fait, je courais trop vite. Voilà. Et que si je courais moins vite, je courais plus longtemps. Là, t'as donné plein de pistes pour ceux qui veulent mieux courir, se mettre à la course à pied, etc. S'ils reprennent ce que tu viens de dire, ils trouveront plein de conseils qui sont très judicieux. Pourquoi t'as commencé à faire de la musculation ? Et je te dis parce que je trouvais que j'étais un peu pauvre petite chose sur le plan musculaire. J'ai pas du tout envie de devenir pas avec plein de muscles, mais tu le deviendras pas, je te rassure. Voilà. Mais c'est pas l'idée. Et puis aussi, j'ai fait de la kiné, etc. Et on m'a dit en gros que voilà, ça serait pas mal si je faisais un peu de renforcement musculaire. Alors j'ai essayé d'écouter les professionnels. C'est efficace sur tes douleurs ? Ouais. C'est clair que quand je bouge davantage, quand je fais un peu plus de muscu, ça va mieux. J'ai moins mal, notamment au trapèze. Et puis en plus c'est agréable, j'aime bien. En fait, j'y trouve quand même du plaisir. Je trouve que ça me plaît bien parce que je trouve que c'est rapide et efficace. Enfin, voilà, tu fais une séance de 20 minutes et
bah déjà c'est bien. T'as pas besoin d'en faire pendant des heures. Voilà. Et puis je continue à faire du yoga que je faisais déjà, mais ça c'est vraiment plus pour le plaisir esthétique. Je trouve que c'est une pratique sportive esthétique et ça me plaît beaucoup. Esthétique quand tu l'as fait ou esthétique sur ses effets sur le corps? Non, esthétique quand je la fais. Okay. J'ai l'impression de faire quelque chose de beau. Voilà. Okay. Et ça m'apporte du plaisir. Bah, tu fais plein de trucs quand même. Yoga, renfo, course à pied. Ouais, alors après, je suis pas non plus... je suis comme tout le monde. Hein. J'ai des jours avec et des jours sans. Hein. On a tous ça. Bah écoute, merci beaucoup pour ce super moment. Et puis peut-être à très vite. Avec plaisir. Au revoir Sophie. Au revoir.